deux plates-bandes surélevées. Même sol, même semence, même programme d'arrosage, même ensoleillement. Une rangée de rosiers fleuris d'un vert sombre et généreux, les tiges épaisses comme un doigt, les feuilles captant la lumière comme de la cire polie. L'autre rangée semble épuisée, feuilles d'un vert jaune pâle, nervures toujours sombres, comme si la plante essayait de dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Vous vérifiez le pH, normal. Vous ajoutez plus de compost, rien ne change. Vous achetez une bouteille de fer chélatée à la jardinerie, 18 $, un composé chimique conçu pour être absorbé rapidement et disparaître plus vite encore. 2 semaines plus tard, la même couleur pâle revient. Mais à 30 mètres de là, dans le coin d'un vieux verger, un septuagénaire enfonce des clous rouillés dans le sol autour de ses citronniers chaque printemps depuis son enfance. Ces citrons ont la taille de petites oranges. Ses feuilles affichent un vert si profond qu'il en paraît presque agressif. Il n'a jamais entendu le mot « chélaté ». Il n'a jamais acheté de bouteille de quoi que ce soit. Qu'a-t-il compris que l'industrie des engrais vous a habitué à oublier? Le symptôme porte un nom, la chlorose internervaire. Les feuilles jaunissent, mais les nervures restent vertes. C'est un motif spécifique, pas un jaunissement général dû à une carence en azote, pas un délavage pâle dû à un excès d'arrosage. Ce motif signifie presque universellement une chose. La plante ne peut pas accéder au fer. Et voici la croyance qu'il faut briser. La plupart des jardiniers supposent que cela signifie que le sol manque de fer. Ils ajoutent donc du fer. Et rien ne se passe. Ou cela fonctionne brièvement, puis s'arrête. La vérité est presque toujours différente. Le fer est l'un des éléments les plus abondants sur Terre. Le sol de votre jardin contient presque certainement plus de fer que vos rosiers n'en auront jamais besoin. Le problème n'est pas l'offre, le problème est la disponibilité. Le fer existe sous deux états d'oxydation dans le sol. Le Fe3+, fer ferrique, est la forme qui domine dans les sols neutres à alcalins. Il est insoluble. Les racines ne peuvent pas l'absorber. Le Fe2+, fer ferreux, est soluble, mobile et directement utilisable par les racines des plantes. La conversion entre ces deux états est contrôlée par le pH du sol, l'activité microbienne et la chimie de la zone racinaire. Dans les sols dont le pH est supérieur à 6,5, le fer ferrique domine. Dans les sols dont le pH est supérieur à 7,0, la disponibilité du fer chute d'un facteur 1000 pour chaque unité d'augmentation du pH. Ce n'est pas une légère contrainte, c'est un mur. Les plantes les plus sensibles à ce mur comprennent les rosiers, les agrumes, les myrtilles, les azalées, les gardénias et les framboisiers, toutes des espèces préférant l'acidité qui ont évolué dans des environnements où la décomposition de la matière organique maintenait le pH du sol entre 5,5 et 6,5. Le fer est là. Le sol en regorge. La plante meurt de faim au milieu de l'abondance. Ce qui doit changer n'est pas la quantité de fer, mais la chimie qui le libère. Un sol à pH 6,0 peut fournir du fer aux racines des plantes à des concentrations comprises entre 10 et 50 micromoles par litre dans la solution du sol. À pH 7,0, cette concentration tombe en dessous de 0,01 micromole par litre, une réduction par ml. La plante commence à montrer des signes de chlorose lorsque sa concentration interne en fer tombe en dessous d'environ 50 mg par kilogramme de tissu foliaire sec. La réponse de l'industrie des engrais à ce problème est le fer chélaté, du fer enveloppé dans une molécule organique qui le maintient soluble quel que soit le pH. Cela fonctionne. Pendant environ 2 à 6 semaines, puis le chélate se dégrade, le fer redevient ferrique et le jaunissement réapparaît. Vous rachetez une bouteille. Le marché mondial des engrais à base de chélate de fer était évalué à environ 920 millions de dollars en 2023 et devrait dépasser 1,4 milliard de dollars d'ici 2030 avec une croissance annuelle d'environ 6%.
C'est une catégorie de produits qui existe presque entièrement à cause d'un seul problème de chimie du sol, le pH alcalin réduisant la disponibilité du fer, et d'une seule réponse industrielle, la chélation synthétique. Une bouteille standard de chélate de fer EDTA pour jardins familiaux coûte entre 12 $ et 22 $ pour 500 grammes. Pour un jardin moyen de 10 à 15 plantes sensibles, vous pourriez avoir besoin de l'appliquer 2 à 3 fois par saison. Coût annuel, 30 $ à 70 $ par jardin, chaque année, indéfiniment. La méthode que vous allez découvrir coûte environ 0 $ à 2 $ au total. Elle utilise des matériaux gratuits ou disponibles dans n'importe quelle quincaillerie. Elle ne nécessite pas d'achat répété. Elle collabore avec la chimie existante de votre sol, plutôt que de la masquer temporairement. L'écart n'est pas de 10 fois moins cher, ce n'est pas 50 fois moins cher. Dans la plupart des cas, pour un jardinier amateur, c'est fonctionnellement gratuit contre 40 $ à 70 $ par an. Et le mécanisme n'est pas une astuce de fortune. Ce n'est pas un remède de grand-mère. C'est de l'électrochimie appliquée et de la science microbienne des sols. Les mêmes principes utilisés par les pédologues dans les essais sur le terrain des universités depuis les années 1940. L'industrie ne supprime pas cette information. Elle n'a simplement aucun intérêt à la diffuser. Il n'y a aucun revenu à tirer de clous rouillés. Dans la littérature agricole des années 1930 et 1940, la carence en fer des cultures arboricoles était un problème bien documenté dans les sols calcaires, des sols dérivés du calcaire, avec un pH naturellement élevé. Les agrumiculteurs d'Espagne, de Californie et d'Afrique du Nord subissaient des pertes de rendement importantes dues à la chlorose, parfois une réduction de 20 à 35% de la taille et du nombre de fruits. L'intervention standard à l'époque était l'acidification du sol, application de soufre, de paillis d'aiguilles de pin ou de matières organiques fermentées pour ramener le pH en dessous de 6,5. Dans les régions où l'eau d'arrosage était alcaline et où la réalcalinisation se produisait rapidement, des solutions plus permanentes furent explorées. La limaille de fer, les débris de fer et les objets en fer oxydés étaient incorporés dans les sols des vergers des communautés agricoles méditerranéennes bien avant que le terme chélation n'entre dans la chimie agricole. Les agriculteurs de Catalogne et de Provence consignaient cette pratique dans les manuels agricoles régionaux dès le début du XXe siècle. Au Japon, les sous-produits agricoles riches en fer provenant des villages de forgerons étaient historiquement troqués aux riziculteurs pour l'amendement des sols. L'étude académique formelle du sulfate de fer et de l'amendement des sols par le fer métallique est apparue dans des revues à comité de lecture au début des années 1950. Des chercheurs de l'Université de Californie à Davis et du Bureau of Plant Industry de l'USDA ont documenté que le fer métallique, lorsqu'il s'oxyde dans le sol, libère des ions ferreux via une séquence de réactions électrochimiques et microbiennes. Les études clés notaient que le taux de libération était lent, soutenu et tamponné en pH par les acides organiques produits par les bactéries du sol pendant le processus d'oxydation. Cette recherche n'a pas disparu. Elle a été intégrée aux archives académiques et discrètement supplantée par le développement commercial des chélates EDTA, plus rapides, plus faciles à emballer et, point critique, rachetables à volonté. Une solution que vous enterrez une fois et oubliez n'est pas un produit. Une bouteille que vous achetez 3 fois par saison en est un. Les agriculteurs qui continuaient à utiliser des débris de fer n'étaient pas primitifs. Ils opéraient sur un horizon temporel plus long. Lorsqu'un morceau de fer oxydé, un clou rouillé, une limaille de fer, un morceau de vieille barre d'armature est placé dans un sol humide et biologiquement actif, une cascade de réactions commence. Comprendre cette cascade est ce qui sépare une méthode qui fonctionne de la superstition. Dissolution électrochimique. La rouille est principalement constituée d'oxyde de fer, 3, Fe2O3. En présence d'eau et d'acides organiques dans le sol,
ce composé subit une dissolution partielle. Le rythme est lent. Un clou en fer standard de 60 cm avec une surface modérément rouillée libérera des ions de fer mesurables sur une période de 4 à 16 semaines, selon l'humidité du sol, la température et la concentration en acides organiques. Cette libération lente n'est pas une limite. C'est l'avantage majeur du mécanisme. Réduction microbienne du fer. Le sol contient une classe de bactéries connues sous le nom de bactéries ferriréductrices, des espèces comme Geobacter et Shewanella, qui utilisent le fer ferrique comme accepteur final d'électrons dans des microcytes anaérobies ou micro-anaérobies autour de la matière organique en décomposition. Ces bactéries convertissent le Fe3+, directement en Fe2+, en tant que sous-produit métabolique. Dans les sols disposant d'assez de carbone organique, cette réduction microbienne peut produire des concentrations de fer ferreux dans la rhizosphère entre 0,1 et 2,0 millimoles par litre, des ordres de grandeur au-dessus du seuil d'absorption par les plantes. Chimie des exsudats racinaires. Les racines carencées en fer modifient activement leur environnement chimique. Elles libèrent des composés appelés phytosidérophores, de petites molécules organiques qui lient le fer ferrique et l'acheminent dans la racine. Elles acidifient également la rhizosphère en sécrétant des protons, abaissant le pH local de 0,5 à 2,0 unités immédiatement autour de la surface racinaire. Cette acidification locale convertit une partie du Fe3+ en Fe2+ sans aide extérieure. Lorsqu'une source de fer à libération lente est présente près de ses racines, les deux systèmes, chimie racinaire et dissolution du fer, s'amplifient mutuellement. L'effet tampon. Contrairement aux produits à base de fer chélaté soluble, qui font grimper rapidement la concentration de fer dans la solution du sol avant de retomber à zéro, le fer métallique dans le sol assure une libération soutenue et tamponnée. Des études sur l'amendement en fer des sols de verger ont montré que les concentrations de fer ferreux dans le sol restent élevées pendant des périodes de 8 à 24 semaines après une seule application de débris de fer. Le taux de libération s'autorégule. Des conditions plus humides accélèrent l'oxydation. Des conditions plus sèches la ralentissent. La plante ne subit pas une inondation suivie d'une sécheresse. Elle reçoit un apport constant et de faible niveau calibré sur les conditions du sol. Lors d'essais documentés sur des Citrus sinensis chlorotiques en sols alcalins, les amendements par débris de fer ont produit des réductions mesurables de la chlorose internervaire en 3 à 5 semaines, avec une récupération complète de la couleur normale des feuilles en 8 à 12 semaines. Les concentrations de fer foliaire sont passées de niveaux de carence inférieurs à 50 mmHg à des niveaux adéquats, compris entre 80 et 150 mmHg de poids sec. Aucun chélate synthétique n'a été utilisé. Le mécanisme repose sur une physique ancienne et une biologie plus ancienne encore, œuvrant dans la même direction. Matériel. 8 à 12 clous ou vis en fer, fortement rouillés. Pas de galvanisation. Le revêtement de zinc interfère avec le processus. Les clous de construction standard de 65 mm à 100 mm conviennent parfaitement. Coût $0 à $2 dans n'importe quelle quincaillerie ou centre de récupération. Optionnel. 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre ou une solution d'acide citrique dilué, 1 cuillère à café par litre d'eau, pour accélérer l'oxydation de surface initiale si les clous ne sont pas encore rouillés. Optionnel. Une tasse de compost mûr ou de lombricompost à placer près des clous au moment de l'insertion, fournissant du carbone organique pour les bactéries ferriréductrices. Préparation. Si les clous ne sont pas déjà rouillés, laissez-les dans un bocal d'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre pendant 5 à 7 jours avant usage. L'oxydation de surface, le début de la rouille, sera visible sous 48 heures. Vous créez ainsi la couche de surface de F2O3 qui se dissoudra lentement dans le sol. Placement.
Enfoncez les clous verticalement dans le sol, à l'aplomb de la périphérie du feuillage, ligne de goutte à goutte, de la plante affectée. Le cercle au sol, situé directement sous le bord extérieur de la canopée. C'est la zone de densité racinaire la plus élevée pour la plupart des arbres et arbustes. Pour un rosier standard, 4 clous espacés uniformément dans un rayon de 30 cm autour du pied. Enfoncez chaque clou de 10 à 15 cm dans le sol. Ne les enfoncez pas complètement. Le tiers supérieur doit rester dans la couche de terre arable humide où l'activité biologique est la plus intense. Pour un agrumier ou un citronnier, 8 à 12 clous répartis sous la ligne de goutte à goutte. Espacez-les de 40 à 60 cm. Profondeur, 15 à 20 cm. Après le placement, arrosez abondamment la zone. Un sol humide accélère la dissolution électrochimique. Si vous ajoutez du compost, appliquez-le en une couche de 3 à 5 cm sur la zone d'insertion. Le compost nourrira les bactéries ferri-réductrices et acidifiera également légèrement la couche superficielle du sol en continuant de se décomposer. Ne touchez plus aux clous pendant au moins 6 semaines. Le mécanisme demande du temps. Vous ne nourrissez pas la plante directement. Vous modifiez la chimie de l'environnement racinaire. Pourquoi chaque étape compte? Le placement sous la ligne de goutte à goutte cible la zone racinaire la plus dense, là où l'absorption du fer est la plus active. La profondeur partielle maintient le clou dans la couche de sol la plus active biologiquement. L'ajout de compost alimente la communauté microbienne, qui convertit le Fe3+, en Fe2+. L'eau déclenche la dissolution. Ce ne sont pas des instructions arbitraires. Chacune a une raison physique. Coût total, $0 à $2. Une application dure une saison de croissance complète. Cette méthode présente de réelles contraintes, et les comprendre est aussi important que de comprendre le mécanisme. Elle ne fonctionnera pas dans les sols très alcalins sans correction du pH. Si le pH de votre sol est supérieur à 7,8, fréquent dans les régions où l'eau d'irrigation est dure ou le sous-sol calcaire, le taux de dissolution du fer ferreux peut être insuffisant pour compenser le taux de précipitation. Dans ces conditions, une application concomitante de soufre élémentaire, 50 à 100 g par mètre carré, pour abaisser progressivement le pH, améliorera considérablement les résultats. Sans correction du pH, vous pourriez observer une amélioration partielle, mais pas une récupération totale. C'est lent. Ce n'est pas un traitement de sauvetage. Si une plante souffre d'une carence aiguë en fer avec plus de 60% de feuilles chlorosées et que les nouvelles pousses sont sévèrement touchées, une application immédiate de solution de sulfate de fer dilué, sulfate ferreux, 2 g par litre d'eau, appliquée en arrosage, apportera un soulagement plus rapide, le temps que le système de libération lente des clous s'installe. Considérez les clous comme une infrastructure à long terme, pas comme une médecine d'urgence. Cela ne fonctionne pas pour les arbres de très grande taille. Un olivier ou un avocassier mature avec une envergure de 6 à 8 mètres nécessite un apport de fer sur une zone racinaire qui ne peut être couverte de manière adéquate par 12 clous. À cette échelle, la correction du pH du sol par des amendements au soufre et l'incorporation de compost est une approche plus appropriée. Les clous galvanisés causeront des dommages. Le revêtement de zinc supprime les bactéries ferri-réductrices et introduit des ions de zinc qui peuvent être toxiques à des concentrations élevées. Utilisez uniquement de l'acier nu ou de la fonte. La rouille n'est pas un contaminant. C'est le produit recherché. Quand appliqué, le début du printemps, avant que la nouvelle croissance ne commence, est le moment idéal. Cela permet au processus de dissolution du fer de s'établir avant le pic de demande photosynthétique de l'été. Une deuxième application peut être faite au début de l'automne pour les plantes vivaces. Pour les rosiers et les petits arbustes, insérez 4 à 6 clous à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Arrosez bien. Appliquez une couche de 4 cm de paillis acide, écorce de pin ou aiguille de pin sur la zone racinaire pour maintenir l'humidité
et abaisser lentement le pH de surface. Semaine 1 à 2. Aucun changement visible. La dissolution commence à la surface du clou. Les communautés microbiennes autour du clou s'orientent vers une activité de réduction du fer. Semaine 3 à 5. Dans des conditions optimales, sol humide, température supérieure à 15 degrés C, matière organique adéquate, les nouvelles feuilles émergeant durant cette période commenceront à montrer une meilleure couleur. Les feuilles chlorosées existantes ne récupéreront pas. Les chloroplastes des tissus jaunes sont déjà dégradés. Surveillez la nouvelle croissance. Semaine 6 à 10. La nouvelle croissance devrait être visiblement plus verte que les feuilles antérieures au traitement. Les concentrations de fer foliaire approchent généralement la plage adéquate vers la 8e semaine dans les sols, dont le pH est compris entre 6,5 et 7,2. Semaine 12 et au-delà. Récupération complète de la canopée pour les rosiers et les agrumes dans des conditions de sol appropriées. Les clous continuent de libérer lentement du fer. Une seule application au printemps maintient généralement une disponibilité de fer adéquate tout au long de la saison de croissance. Signaux de confirmation visuelle. Nouvelles feuilles émergeant avec une couleur verte normale, tandis que les feuilles plus anciennes restent jaunes. Le système fonctionne. La plante se rétablit à partir de l'extrémité de croissance vers le bas. Verdissement uniforme de tout le feuillage simultanément. Cela suggère que le changement de pH est le moteur principal, souvent dû à l'acidification par le compost ou le paillis d'accompagnement. Pas d'amélioration après 10 semaines. Vérifiez le pH du sol. S'il est supérieur à 7,5, ajoutez du soufre élémentaire et recommencez. Ne retirez pas les clous. Laissez-les dans le sol indéfiniment. À mesure qu'ils continuent de s'oxyder et finiront par se fragmenter, ils deviennent un réservoir de fer à libération lente intégré au profil du sol. Un remplacement peut être nécessaire après 2 ou 3 saisons de croissance si la chlorose revient. Il existe un schéma récurrent dans presque tous les problèmes de l'horticulture moderne. Le sol possède ce dont la plante a besoin. Le problème est l'accès, un verrou entre l'élément et la racine, créé par le pH, par la compaction, par l'absence de la bonne communauté microbienne, par la perturbation des gradients électrochimiques qu'un sol vivant maintient en permanence. La réponse de l'industrie des engrais à chaque verrou est une nouvelle clé vendue en bouteille. Et les clés fonctionnent. Elles fonctionnent rapidement, de manière visible et fiable, pendant un certain temps. Puis, le verrou revient. Vous achetez une autre clé. La dépendance n'est pas fabriquée par tromperie. Elle est fabriquée par la logique d'un système optimisé pour la transaction et non pour la santé du sol. Un clou rouillé dans le sol n'est pas une astuce. C'est une machine lente. Il convertit l'oxyde de fer accumulé en ions disponibles pour la plante sur plusieurs mois, alimenté par le métabolisme microbien et le potentiel électrochimique d'un sol humide. Cela fonctionne parce que le sol veut que cela fonctionne, parce que les bactéries qui réduisent le fer sont déjà là, attendant un substrat, et que les racines qui ont besoin de fer sont déjà là, acidifiant leur environnement immédiat, cherchant. Le clou rejoint la racine à mi-chemin. Ce qui change lorsque vous comprenez cela, ce n'est pas seulement votre jardin. C'est votre relation avec l'espace situé entre la surface et la roche-mère. Cette couche invisible de chimie, de biologie et de physique qui nourrit les plantes depuis bien avant que nos catégories n'existent. Vous n'avez pas besoin d'acheter l'accès à cette couche. Vous avez besoin de la comprendre. Vous avez juste besoin de comprendre la couche invisible.